Bonjour et bienvenue à ce webinaire où on va vous dévoiler notre nouvelle fonctionnalité Vedia Creative Workflow. Moi, je suis Lynn et aujourd'hui, je suis avec nos experts Vedia Creative Workflow, donc Olivier et Vincent. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Vedia, voici un tout petit rappel. Alors, Vedia, c'est un groupe qui aujourd'hui accompagne 4500 clients dans 120 pays sur 4 territoires et tout ça grâce à 100 collaborateurs engagés. Et là, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec Olivier qui va d'abord vous présenter des principes fondamentaux de cette nouvelle fonctionnalité. Et après, il y aura Vincent qui vous fera une démo en live. Donc, à toi, Olivier. Merci Lynn. Alors en effet, on va plonger au cœur du Creative Workflow. Et déjà définir un peu ce que c'est que le Creative Workflow quand on va vous présenter, c'est l'outil Vedia de gestion collaborative des échanges entre les créateurs de contenu, agences, photographes, tous les gens qui vont vous créer des contenus, et les marques qui vont, qui vont donc vous permettre qui vont donc donner en fait les créations. Alors j'ai un petit écho. Ouais, moi je Ouais, sais. voilà. Super. Merci. Et donc, notre idée, c'est d'optimiser les échanges entre ces deux personas. Un outil qu'on a conçu pour booster l'efficacité et puis également, du coup, abaisser vos coûts. On vous fera une démonstration tout à l'heure, mais je voulais commencer par nous faire une petite rétrospective et se dire à quel point on avait déjà beaucoup fait une transition vers les process traditionnels des outils digitaux. Euh, pour ceux qui se rappellent, les process anciens, tout le travail créatif était validé sur des épreuves des Cro-Malins qui étaient envoyées via des coursiers et annotés avec des marqueurs rouges. Et donc, les allers-retours se faisaient comme ça au gré des échanges de ces personnes-là qui vous amenaient et qui reprenaient ces créations. Et on est déjà passé dans une étape de digitalisation qui a eu lieu il y a quelques temps déjà. Donc, les épreuves électromalins sont devenus des PDF, des images, des JPEG, des vidéos qui transitent désormais par des emails, des drives et d'autres moyens de transmission beaucoup plus modernes. Et puis, le marqueur rouge a été remplacé le plus souvent par des documents Word, des documents Excel, des Google Drive. Donc, on va dire qu'on a déjà éliminé une grosse partie des interactions physiques autour de ces process de revue créative. Et on est désormais en train de se dire, il faut encore optimiser ça, il faut aller plus loin. Et pourquoi est-ce qu'on va aller plus loin? C'est que, à l'heure actuelle, dans la revue créative, on a encore des défis qu'on n'a pas vraiment gérés. Si on interroge justement toutes les équipes créatives et les équipes de marque, on voit que la part des tâches administratives, donc non créatives, représente plus de la moitié du temps des professionnels créatifs, pour 71%, et qu'il y a vraiment une lutte pour obtenir des retours de qualité. Donc ça, c'est les feedbacks qu'ils nous font lorsqu'on les interroge. Et les retards de feedback sont pour 56% la principale cause des délais qui sont manqués et donc des créas qui sortent avec du retard et des campagnes qui sortent avec du retard. Donc, lorsqu'on a voulu repenser notre module de Creative Workflow avec Vedia, ce qu'on s'est dit, c'est que il fallait entièrement le remettre à plat pour adresser ces défis. Alors, ces défis, finalement, donc, ils sont au nombre de quatre. Alors, le premier, ça va être l'augmentation de la demande en création numérique. Ça va être de résoudre la surcharge administrative des équipes, de résoudre le problème des feedbacks de mauvaise qualité. Même si on n'est plus autant du stylo rouge, du marqueur rouge, on a quand même des défis à gérer là-dessus. Et puis, remettre en place des échanges autour des plannings pour contrôler au maximum, cadrer au maximum, en fait, ce qu'on va appeler les flux de travail, les workflows, autour de ces échanges autour de la revue créative. Alors, pourquoi déjà on est à une ère où la production numérique est en train d'exploser? Bon, je pense qu'il suffit de prendre votre téléphone et de regarder les apps que vous avez dessus pour voir qu'il y a des tonnes de nouveaux canaux
qui se crée et qui dit nouveaux canaux comme TikTok, les stories Instagram, dit un besoin de création numérique qui soit adapté justement pour ces nouveaux canaux. Euh, la communication est de plus en plus mondiale en plus. On est sur des logiques de traduction. On veut pas forcément communiquer que dans son marché, mais dans tous les marchés sur lesquels on est présent, avec énormément du coup de variations, de déclinaisons locales. Et puis, il y a des nouveaux formats qui apparaissent en permanence. Donc, les plus marquants, c'est les Reels, les Stories. Et tous ces nouveaux formats, du coup, génèrent une explosion de la création numérique. Et donc, du coup, forcément, ça impacte toute la revue créative et ça occasionne une surcharge des équipes qui sont en charge de la production et de la validation de ces contenus. Euh, alors, une surcharge, on pourrait se dire, moi, tant que c'est juste pour faire des feedbacks sur la qualité de la création, l'adéquation du visuel à la campagne, et tout, c'est le travail même en fait de ces équipes-là, donc c'est pas très grave, mais malheureusement, dans nos interviews, on voit que les équipes créatives passent énormément à faire ce qu'on a appelé, nous, on a regroupé sous le terme des charges administratives. Alors, charges administratives, c'est du reporting, c'est d'arriver à transformer finalement des échanges d'emails en quelque chose de beaucoup plus formalisé. C'est de savoir où est-ce qu'on en est sur telle créa, d'avoir une vision globale de l'avancement de la campagne. Et donc, on a ces besoins-là et il faut compiler, recréer des tableaux de suivi, les repartager. Et du coup, ça occasionne ce qu'on appelle les charges administratives qui sont au détriment justement du process créatif. Et ça, on aimerait résoudre ça avec ces nouvelles fonctionnalités de Creative Workflow. On voit également un vrai challenge sur la qualité des feedbacks. Les équipes créatives, en fait, se plaignent euh, en permanence de le manque de précision des retours créatifs. Et qui dit manque de précision, du coup, dit énormément d'allers-retours inutiles, hein, parce qu'on corrige quelque chose qui n'était pas à corriger, ou à l'inverse, on oublie quelque chose qui était à corriger. Tout ça, ça se fait par des emails qui deviennent des fils d'emails, qui deviennent des fils d'emails tellement longs qu'on ne peut même plus les imprimer ou voir exactement où est-ce qu'on en est. Les nouveaux formats, les Reels par exemple, s'apparentent à des vidéos, mais du coup, il faut pouvoir noter très précisément sur la timeline de la vidéo et à l'endroit précis les demandes de retouches. Et donc tout ça, c'est des challenges que, à l'heure actuelle, le process via email et via Drive adresse difficilement, quoi. Et il y a également un petit challenge sur qu'est-ce que c'est qu'un bon retour? Qu'est-ce que c'est que les guidelines de retour? Est-ce que c'est un commentaire d'ordre général? Est-ce que les commentaires de rédactionnels sont pris en compte à ce niveau-là, à cette étape-là du workflow? Donc, il y a un manque de guidelines sur la façon de faire les retours. Et là encore, on peut imaginer des outils qui vont justement permettre de formaliser ces échanges et d'avoir une qualité supplémentaire des retours et donc de diminuer justement l'impact des retours sur le process créatif. Et enfin, pour tous les gens qui travaillent avec des campagnes, il y a des échéances, il faut sortir les campagnes, il y a des deadlines. Euh, Moi, je mets au défi quiconque avec une campagne créative avec un certain volume, sans outils, d'arriver à savoir où est-ce qu'on en est précisément, de savoir les impacts de planning d'une demande supplémentaire de retouche, de savoir exactement le statut de toutes les langues qui sont traduites. Et donc, au final, on arrive à des énormes décalages de planning qu'on ne voit pas venir, hein, tout simplement parce qu'on est en dehors de la maîtrise de ces workflows et qu'on n'arrive pas du tout à travailler de façon euh, rationnelle et très processé. Voilà. C'est pas parce qu'on est dans une logique créative et de feedback créative qu'il faut complètement oublier qu'on est dans des process et qu'on a besoin de sortir en temps et en heure les campagnes. Alors, du coup, Vincent va vous montrer dans quelques minutes le Creative Workflow, mais je voulais revenir sur les trois problèmes qui va vous permettre d'adresser, qu'on va vous démontrer tout à l'heure. Tout d'abord, et c'était mon dernier point, il va centraliser et partager la vision de l'avancement. C'est-à-dire que en annotant très précisément les statuts de chaque création, on va pouvoir d'un seul coup d'œil savoir où est-ce qu'on en est sur chaque création. On va pouvoir filtrer, on va pouvoir savoir quelles sont les créations qui sont en souffrance de retour, celles qui n'ont pas tout à fait été terminées et celles qui ont encore des steps de validation, par exemple juridique, pour les libérer au final. Et qui dit process dit possibilité d'automatisation au fur et à mesure. Plus on arrive à formaliser les choses, plus on peut les mécaniser. La tech est là pour ça, et donc on ne va pas s'en priver pour justement avoir un suivi de workflow qui soit non seulement répétable, mais de plus en plus automatisé.
Et qui dit workflow, ben, dit tout de suite des notifications automatiques. Alors, envoyer des emails, tous les systèmes le font, mais là, ce qu'on a visé à faire, c'est envoyer le juste email au bon moment à la bonne personne. On ne veut pas surcharger les boîtes email de tous les intervenants. À l'inverse, on veut les solliciter uniquement au bon moment et sur une action vraiment précise qui leur est attribuée et qu'ils vont pouvoir prendre en compte. Donc, on va pas du tout éliminer les échanges par email. En revanche, on va les rationaliser et on va les cadrer pour que ça soit quelque chose de très efficace. La qualité des feedbacks, euh, donc les créations sont inscrites dans un workflow, mais les feedbacks aussi sont inscrits dans des workflows, c'est-à-dire un feedback qui peut être pris en compte ou ne pas être pris en compte. On peut filtrer justement et savoir exactement où est-ce qu'on en est sur la totalité des retours qui ont été faits sur une création. Qui dit feedback dit versionning, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai pris en compte tous les feedbacks, je vais pouvoir passer à une nouvelle version. Et qui dit versionning dit comparaison de versions pour valider le bon avancement des retouches créatives sur ces créations. Et là encore, je souligne le fait que désormais, on s'oriente de plus en plus vers des créations animées de type vidéo, story, reels, et que on a conçu chez Vedia le Creative Workflow avec ça dans la tête, en se disant qu'on allait vraiment privilégier ce format-là et qu'on allait permettre de faire des commentaires extrêmement précis sur les timelines et sur les éléments créatifs au moment de la vidéo. Enfin, euh, qui dit finalisation d'un process créatif dit mise à disposition de l'ensemble des personnes qui vont devoir utiliser dans un DAM, cette fois-ci, dans les outils de Digital Asset Management, ces créations, pour justement les diffuser, les positionner sur des canaux, les mettre à disposition de régie ou d'autres systèmes de publicité. Et une bonne mise à disposition passe avant tout par une bonne indexation, c'est-à-dire ajouter des métadonnées qui permettront dans le flux de tout ce qu'on produit à une personne qui recherche cette création de la trouver facilement. Et là encore, je pense qu'un creative workflow ne serait pas complet justement sans la prise en compte de cet aspect-là, qui est vraiment la charnière entre la création et la mise à disposition des médias dans un DAM. Et là, on a ajouté à la fois des outils de productivité, donc du tagging en masse, de la traduction automatique, et également des systèmes qui sont augmentés par l'intelligence artificielle, qui sont très récents, comme par exemple la capacité de décrire les images et les visuels par des outils de type GPT avec leur dimension vision, qu'on va retrouver de plus en plus, donc ce qu'on appelle les IA multimodales, qui décrivent les images et qui donc les permettent de les positionner dans le DAM, prêtes à être consommées. Je vais maintenant passer la parole à Vincent pour voir à quel point le Creative Workflow qu'on a réalisé tient ses promesses. À toi, Vincent. Oui, merci Olivier. Donc, en effet, voyons voir un peu à quoi ressemble ce fameux Creative Workflow dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, pour ça, je vais vous présenter notre interface de démonstration, donc ClubWed, qui est l'interface que l'on a créée en se mettant dans la peau d'une agence de voyage, finalement, qui a besoin de partager ses photos de vacances, de plages, de cocktails. Et justement, ici, moi qui suis le responsable marketing de l'agence, j'ai besoin de créer une campagne pour mes cocktails 2024. Et donc, pour créer cette campagne-là, je vais travailler en équipe et je vais utiliser la nouvelle fonctionnalité de Creative Workflow de Vedia. Et donc, comment y accéder? Donc, ça se passe ici en haut dans l'onglet Mes espaces. Je vais ici accéder en cliquant sur ce lien à l'ensemble des espaces de travail qui ont été créés au préalable et je vais pouvoir ici créer un nouvel espace pour réaliser ma campagne Cocktail 2024. Je renseigne donc ici un nom, donc Cocktail 2024. Je peux ajouter ici une description et plus intéressant, c'est ajouter un brief de créa pour finalement expliquer quel est l'attendu de cette campagne-là. Donc, dans ce brief, je vais préciser quels sont les documents attendus, les livrables, quelles sont les dates attendues de livraison de ces documents, quels sont les guidelines à respecter, les types de formats et tout ce qui est finalement le brief qui va permettre à l'agence avec qui je vais travailler de produire ce contenu. Enfin, je précise quel est le format attendu de fond documentaire pour la destination de ces éléments finaux et je crée ici mon espace. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure avec Olivier, l'intérêt de cet espace est qu'il est collaboratif. Donc, on va travailler à la fois avec
des équipes internes, donc des équipes utilisateurs du DAM, mais aussi des utilisateurs externes, typiquement une agence créative, un studio créatif qui aura vocation à aller déposer ces éléments-là pour la revue. Donc là, je peux accéder à la liste des utilisateurs de l'application. Je peux ajouter ici, par exemple, mon collaborateur, mon utilisateur Vincent Demo qui appartient à mon équipe. Et puis, je vais aussi pouvoir inviter des personnes qui n'apparaissent pas, qui n'existent pas dans ma base utilisateur. Par exemple, ici, j'ai une agence. Je vais l'ajouter ici en tant qu'utilisateur en l'invitant directement à venir collaborer avec les équipes. Donc là, on voit en effet que cette personne n'est pas connue de l'application et je lui envoie ici une invitation. On voit le statut en attente ici. Donc la personne externe à l'outil est notifiée qu'on lui a ajouté ici un espace collaboratif de partage et elle va devoir créer son compte pour pouvoir bien, participer à cette création de campagne et déposer les éléments. Une fois que cela est fait, on peut accéder à l'espace de travail ici qui a été créé. On peut consulter le brief. Donc, typiquement, le premier geste que va faire la personne en question du studio, ça va être de consulter ce brief pour savoir ce qui est attendu comme résultat, comme livrable. Elle va préparer ses livrables de son côté, donc sur ses outils de travail, sur son Photoshop, InDesign, et déposer ces éléments-là en les important directement dans l'outil depuis son poste de travail, en allant les déposer pour la revue. Donc là, je peux sélectionner tout type de documents. Donc là, j'ai des images, des brochures, des vidéos, et uploader tous ces documents-là pour qu'ils soient ensuite revus par l'équipe. Donc là, on voit que les éléments se chargent. Le système analyse tous les éléments qui sont nécessaires d'analyser. Typiquement, ici, ce que l'on voit, c'est qu'on a détecté la présence d'un doublon. Donc là, cet élément-là, il était probablement déjà existant dans l'outil et le système a détecté qu'il était doublon. Moi, ici, en tant que responsable marketing qui ai fait cette demande de campagne, je vais vouloir procéder à la revue de ces éléments. Donc, celui-ci, typiquement, je vais commencer par celui-là. Je vois qu'il est en effet un doublon d'un élément existant et j'ai la possibilité de le rejeter ici parce que je ne veux pas de doublon dans mon DAM. Et donc, je valide ici le rejet et on voit immédiatement que le statut de cet élément-là, qui était candidat, est automatiquement rejeté. Et je vais pouvoir faire ça pour tous mes documents. L'intérêt ici, c'est qu'on va accéder directement à cette interface où on va pouvoir visualiser et parcourir un à un les documents pour les revisualiser et les valider de manière collaborative en masse. Là, par exemple, je vais pouvoir vérifier et valider tous ces éléments qui ont été suggérés par l'équipe Créa. Et je vais pouvoir ici directement accéder à un statut de validation, un workflow de validation. Donc, on est sur un cycle de vie classique de validation d'un asset. Et je vais pouvoir les valider, les rejeter, les réviser avec l'équipe. Par exemple, celui-ci me convient parfaitement, je le valide immédiatement. Et je passe, par exemple, à celui-ci que je vais vouloir rejeter parce qu'il ne me convient pas à la charte que j'avais exprimée. Et donc, je peux faire ces éléments-là un à un dans les éléments qui sont présentés dans cette liste d'images. Et je peux, par exemple, également ici, faire une revue avec annotation, ce qui est tout à l'heure Olivier. L'intérêt, c'est que je vais pouvoir directement ajouter des commentaires sur cette image-là pour pouvoir transmettre mes recommandations à l'équipe pour qu'ils fassent leur retour. Donc, je vais pouvoir ici, si l'image se charge bien, accéder à mon player d'annotation pour pouvoir lister mes éléments directement dans l'application. J'ai ce petit bouton ici d'ajout de commentaires où je vais pouvoir les déposer directement dans les endroits intéressants dans cette image-là. Par exemple, ici, je constate que le logo n'est pas le bon. Je vais pouvoir taguer directement la personne en utilisant un arrobase pour que cette personne soit immédiatement notifiée et reçoive l'information. Là, je lui indique que le logo n'est pas le bon et j'enregistre ce commentaire-là qui va être visible de toute l'équipe, mais cette personne-là, comme je l'ai dit, sera notifiée. Je vais également lui indiquer ici qu'il manque les mentions légales. Je l'indique directement ici sur mon image. Et je vais également lui demander de changer ici la couleur, voilà, parce que le vert, voilà, c'est pas forcément super pour un cocktail, ça donne pas forcément envie. Donc, j'ai demandé de changer la couleur.
Donc là, la personne, comme je disais, responsable que j'ai notifiée, reçoit ces recommandations-là de revue. Elle va retravailler dans ses outils créatifs le document et proposer une nouvelle version. Donc là, elle va directement pouvoir drag and dropper une version, une V2 qu'elle va suggérer pour avancer dans la révision. Je dépose ici l'image et on voit que les annotations qui ont été déposées sont conservées au même endroit, qui va me permettre, moi, en tant que responsable marketing qui veut valider ces éléments-là, de visualiser plus facilement ce qui a été produit. Je vais pouvoir entrer même, si besoin, dans une chaîne de réponses directement dans la conversation, où je peux répondre que, par exemple, ce commentaire-là est validé et le terminer, afin qu'il soit ici retiré des commentaires, ou je peux tout simplement vouloir comparer les versions une à une. Donc, pour faire ça, on a ici cet onglet Versions, où j'ai ici stocké l'historique des versions qui ont été soumises. Et je vais pouvoir les comparer une à une en sélectionnant ici la version 1 et la version 2 pour constater visuellement et plus facilement les différences qui ont été apportées. Je peux ici également changer le mode de visualisation. Par exemple, si je suis plutôt sur un paysage ou un portrait, j'ai la possibilité ici de changer le mode de visualisation, le sens de comparaison, pour m'assurer que la nouvelle version est bien la bonne et garantir que j'ai bien répondu à tout ce qui était attendu. Donc là, je sélectionne cette version 2 comme étant la version finale et je peux ici donc la passer au statut validé pour avancer dans mon workflow. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire ça aussi sur des vidéos. Comme le disait Olivier tout à l'heure, c'est un des sujets très importants aussi dans les éléments en 2024, c'est de traiter des vidéos. Et on va pouvoir faire cette revue directement dans la timeline. Donc là, je peux ici lire la vidéo, l'arrêter à l'endroit qui m'intéresse et faire de la même manière des retours en taguant directement mon utilisateur de la même manière, donc en utilisant le tagging et en lui demandant ici de revoir la police, par exemple, directement dans cette zone de timeline. Et je continue ainsi ma vidéo pour faire mes annotations à un autre endroit. Par exemple, ici, je mets la vidéo en pause et j'indique qu'il faut revoir ici, masquer le logo, par exemple, de la marque qui ne m'intéresse pas. Et ces éléments-là, comme vous le voyez ici, ils sont visibles directement dans la timeline de la vidéo, de sorte que mon studio créa pourra ensuite revoir facilement les éléments qu'il doit reprendre dans sa vidéo. Et il peut consulter ici directement ces éléments-là et naviguer dans la timeline en cliquant sur les zones d'annotation. Donc, on a cette possibilité-là d'avoir des annotations avancées directement sur l'image ou la vidéo en question pour faciliter la revue des éléments. Une fois que cette revue est finalisée et qu'on a parcouru tout le lot, l'intérêt, comme le disait Olivier tout à l'heure, la dernière étape, ça va être d'indexer ces éléments-là. Donc pour ça, on a une zone ici qui s'appelle métadonnées, donc les métadonnées, où on va pouvoir remplir le formulaire d'indexation de ces éléments-là. Alors, on va remplir ici, par exemple, les mots-clés. Donc là, on va être sur un cocktail. Et puis, toutes les informations qui vont être propres à la date de fin de droit, ces éléments-là, de studio, par exemple. Donc, on remplit ici le photographe, la date de prise de vue et d'une date de fin de droit, tous les éléments typiques de gestion d'un DAM. Et puis, on va pouvoir directement le publier dès l'instant que l'ensemble des métadonnées obligatoires ont été remplies. Et ça, vous avez peut-être vu tout à l'heure qu'il y avait un deuxième niveau ici de validation, qui est finalement ce qu'on appelle parfois le niveau de complétude d'un asset. Par défaut, s'il y a des champs obligatoires à remplir et qui ne sont pas remplis, on considère que cet élément-là, il est incomplet, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le publier tant que ces éléments-là n'auront pas été remplis. Et dès que tous ces éléments obligatoires ont été saisis, le système va automatiquement le passer au statut prêt. Là, vous avez vu que je n'avais pas de champ obligatoire, donc ils étaient directement prêts et donc valides à la publication. Et donc, une fois que mes éléments sont remplis, je peux directement les publier, ici via le bouton « Publier les médias », où je vois l'ensemble des éléments qui sont à la fois complétés et qui ont été validés par mes éléments de validation du statut, pour les publier ensuite directement dans le DAM. Et donc, mes deux éléments en question qui ont été prêts ont été validés, les autres restent en attente et restent disponibles dans mon espace collaboratif. Donc voilà, j'aurais pu faire également ces éléments d'action ici directement depuis cet écran-là, où je peux faire ces mêmes actions en masse pour modifier les statuts de l'ensemble des documents ou indexer aussi l'ensemble des documents ici depuis cet écran-là.
Et donc, voilà, au résultat, mes documents ont été publiés et ceux qui n'ont pas encore été validés restent disponibles sur l'espace de travail. Voilà, la publication est faite. OK. Merci, Vincent. Merci, Vincent. Super, bon, merci à Olivier et Vincent. On a quelques questions déjà, mais si vous avez encore d'autres, n'hésitez pas, c'est le moment, mais on va d'abord commencer avec ce qui est déjà arrivé. Alors, est-ce que le tagging des commentaires fonctionne également sur des documents type PDF? Oui, donc finalement, tous les documents qui sont dans le Creative Workflow peuvent être gérés, alors avec plus ou moins de finesse. Mhm. Comme on l'a vu, on peut avoir des commentaires qui sont localisés sur les endroits de la création, ou alors on a des commentaires de type généraux, c'est-à-dire qui permettent donc d'apprécier de façon globale la qualité d'un document. Donc on va gérer comme ça les PDF, les documents Word, les PowerPoint, tous les documents sont pris en charge par le flux de Creative Workflow. Super. 3D, évidemment. Merci. Alors, sinon, Anna, est-ce que l'agence peut télécharger les fichiers au format natif, comme par exemple Photoshop? Olivier, encore? Ouais, alors, je crois que ce qui est assez intéressant, en effet, dans le Creative Workflow VDA, c'est qu'on reprend le même outil de génération des visuels, des prévisualisations pour le Creative Workflow que celui du DAMA. Donc, nous, ce qu'on incite, c'est tous les créatifs à déposer justement leur création au format le plus natif possible. Exactement comme sur un DAM, on incite toutes les personnes à déposer le fichier sous sa résolution la plus élevée. Mhm. Concrètement, ça élimine donc une étape pour les créatifs, puisqu'ils ont juste besoin d'exporter, de sauvegarder le fichier Photoshop et ils le chargent directement sur l'outil de Creative Workflow et vont pouvoir faire leur retour sur un rendu exact, colorimétrie comprise, du document visuel. Ça marche donc pour les documents Photoshop, ça marche également pour les illustrateurs, ça marche également pour les packaging design. Donc tout ça se fait donc pour les créatifs avec une étape d'export en moins et donc pour les validateurs avec l'assurance qu'on est au plus proche du rendu visuel du fichier final. D'accord, merci. Alors, encore une autre question pour Vincent, peut-être. Y a-t-il des limitations au nombre des médias qu'on peut déposer à l'espace de travail? Non, alors il n'y a pas de limitation. On peut déposer un lot de médias pour valider une campagne complète. L'intérêt aussi, c'est que dans ces espaces de travail, on propose des filtres, donc à la fois une recherche, à la fois des filtres de recherche, pour retrouver ces éléments-là, même quand il y a beaucoup de documents dans l'espace, on permet de les retrouver. Mhm, d'accord. Encore deux questions, moi. Est-ce que les champs de brief créa sont personnalisables? Alors actuellement, nous, on a plutôt prévu de pouvoir attacher un nombre infini de documents, c'est-à-dire on n'est pas limité à un seul document comme l'a fait Vincent, Mhm. parce qu'on est conscient que les champs sont plutôt assez libres en fonction justement des briefs et des créations. On ne va pas briefer une vidéo de la même façon on va briefer une campagne digitale. Donc du coup, on a plutôt ouvert cette possibilité, mais bon, ça peut être aussi en fonction des use cases, des évolutions intéressantes du module. Ok. Et encore une autre question un peu dans le même thème. Est-ce que c'est possible d'adapter des workflows à des cibles particuliers de l'entreprise? Alors, oui, alors, moi je pense par exemple aux secteurs qui sont très régulés, comme la pharma ou la banque. Ils ont des étapes de workflow supplémentaires qui peuvent être complètement paramétrées dans la solution, justement pour pouvoir comme ça s'adapter vraiment au cycle de travail. Nous, on livre Vedia avec un cycle de workflow qui nous semble tout à fait adapté d'après nos interviews et tous les entretiens qu'on a menés auprès des utilisateurs auprès de ce qui est vraiment les standards de l'industrie. Mais bien entendu, on peut les personnaliser, rajouter des étapes, en supprimer pour l'adapter à son secteur. Ok, d'accord. Bon, ça c'est tout pour le moment. Merci pour votre participation. Si vous jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous invite également de découvrir notre nouvelle fonctionnalité également sur notre site web. On a une page dédiée.
Et si vous voulez revoir ce webinaire en replay, ce serait possible dans quelques jours. On vous tient au courant via notre newsletter et via notre chaîne YouTube. Il y a peut-être des questions. Ah ouais, oui, on vous laisse avec Olivier. Donc super, merci beaucoup et à très bientôt. Merci.